cette autre édition du rapport Boivin, édition du 22 novembre 2018 pour la période du 16 novembre à aujourd'hui. Mon Dieu, qu'il s'en est passé des choses. Quand on s'est laissé jeudi dernier, je vous parlais d'une décision en attente par rapport à l'accréditation du journaliste aux États-Unis. Je vais vous revenir vers la fin de l'émission sur la question, ce qui s'est passé. Il y a eu des suivis. Mais la je dirais la grosse bombe qui est sortie en après-midi, aussitôt que j'avais terminé d'enregistrer mon épisode dernier, c'était l'annonce, parce que c'est le temps, c'est ce temps de l'année, vous ne serez pas surpris, des mises à jour économiques qui sont faites par soit les provinces, les ministres des Finances des provinces ou le ministre fédéral des Finances. Je reviendrai sur la mise à jour économique du ministre des Finances canadien. Il y a la mise à jour du ministre des Finances de l'Ontario et on apprend dans le cadre de cette mise à jour que, premièrement, l'Ontario a un déficit. Les libéraux, avant les conservateurs de Ford, ont laissé un déficit d'à peu près 15 milliards de dollars. Ford qui a dit qu'il laisserait plus d'argent dans les poches des contribuables ontariens. Pour ce faire, bien, avec le déficit, est obligé de faire certaines coupures. Mais où est-ce qu'il coupe? Il ne s'attendait sûrement pas à ces réactions. Il a décidé de couper la question du secrétariat, du commissaire au service en français. François Boileau, ça fait plus de 10 ans que François Boileau est là. C'est un avocat. Sa job, c'était de s'assurer que la communauté francophone de l'Ontario soit bien desservie là où ça rencontrait les règles de droit de l'Ontario. Il faisait une excellente job aussi. Ce qu'on apprend, par contre, parce que le message n'était pas très clair venant de l'Ontario, c'est qu'on n'abolissait pas nécessairement le travail qui était pour être fait, les employés. On était pour transférer ça à l'Ombudsman de l'Ontario, mettre une espèce de branche additionnelle sous la responsabilité de l'Ombudsman. On a aussi coupé un commissaire à l'environnement, pas une grosse surprise avec l'Ontario, de Ford, et un commissaire aussi aux droits des enfants, ce qui est particulièrement fatigant et désolant en même temps. Mais la réaction des francophones a été immédiate et je pense qu'ils étaient en état de choc au tout début. Ça a ramené les souvenirs vifs à leur mémoire de lorsque Mike Harris, un ancien premier ministre ontarien conservateur, qui avait décidé de mettre la hache dans l'hôpital Montfort, s'enlever un bouclier. Je ne reviendrai pas sur toute l'histoire de SOS Montfort. Si vous êtes de la région et vous n'étiez pas dans le coma, si vous étiez dans d'autres régions, bien, vous êtes au courant de ce grand mouvement qui a conduit à en fait, non pas la réouverture, mais au fait que ça n'a jamais été fermé et mieux encore que ça a grandi. Outre le commissaire, on parle aussi de la question de l'université francophone. Une université francophone que ça a pris une éternité au gouvernement libéral précédent de mettre en place, d'avoir une structure un petit peu plus formelle. C'était toujours un concept, c'est toujours partie des demandes de la francophonie en Ontario. Finalement, ça devait ouvrir avec les premiers étudiants. On parle de peut-être même 300, autour de 300-400 étudiants qui devaient entrer autour des 2020. Diane Adam, qui est la directrice ou la présidente du conseil d'administration, c'est des gouverneurs, mais appelons ça un conseil d'administration. Ils étaient bien en place. Si vous allez probablement avoir eu la chance, lorsque vous allez entendre cette émission, d'avoir vu Tout le monde en parle, et vous aurez vu Diane Adam et Ronald Casa, un avocat qui s'est fait fort de défendre les droits des francophones à travers les années, en place à Tout le monde en parle, qui vont sûrement vous en parler plus grandement. Ça fait réagir tout le monde. Une des grosses questions qui est survenue dans cette histoire, c'était où est la ministre à la francophonie? La ministre à la francophonie en Ontario, c'est une dénommée
Caroline Mulroney. Mais à part sa collègue, qui est son adjointe aux affaires francophones, c'est-à-dire Madame Simard, Amanda Simard, qui est la députée conservatrice de Prescott-Russell, qui a décidé, elle, de passer par Facebook pour dire qu'elle était contre la décision de son gouvernement. Je salue son courage parce que c'est pas évident de te lever contre ton propre parti, surtout quand tu es l'adjointe d'une ministre et de prendre ton courage à deux mains puis d'aller contre ton premier ministre et ton gouvernement. Elle a dit que ça n'avait aucun sens. D'ailleurs, pour faire des économies, on aurait trouvé mieux. Et dans un contexte comme celui-ci, la chose n'est pas faite encore et pas jouée. Tout dépendra de la résistance qu'on saura y voir. Mais je reviens à Caroline Mulroney parce que Caroline Mulroney, c'est la fille de Brian Mulroney, ancien premier ministre canadien conservateur et qui a souvent pris la défense des francophones. Elle semble, un jour, elle nous dit, premièrement, elle a commencé par se cacher, ça a pris quasiment 24 heures avant que les médias soient capables de lui mettre la main au collet. Après ça, elle a dit que c'était pas vraiment la fermeture du commissaire au service aux francophones. En tout cas, elle semble plus ou moins là, souffler le chaud, le froid. Il y a des manifestations qui sont en train de se préparer, dont une grosse qui aura lieu, qui est prévue pour le 1er décembre devant le monument aux droits de la personne. Ça sera une première, j'en suis convaincue, de probablement plusieurs autres. Est-ce qu'on revivra le SOS Montfort? Je ne le sais pas. Je ne sais pas jusqu'où on va être capable de voir une symbolique à travers tout ça. C'est peut-être... Puis ce que je trouve de malheureux, puis c'était mon commentaire toute la semaine suivant cet événement à ma radio au 104.7 FM, c'était de dire ce que je trouve de malheureux. Doug Ford, je pense pas que son objectif, c'était d'écœurer les Franco-Ontariens comme tels. Là. Je pense pas qu'il est assez, excusez, là, intelligent pour avoir sciemment décidé de faire ça. Mais il avait décidé de faire des coupures et ils ont fait comme beaucoup d'autres gouvernements, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal. Bien souvent, les coupures, on les fait dans les comtés qu'on n'a pas, qu'on n'a pas de députés de notre formation. Et c'est triste, vous me direz, parce qu'on est supposé de représenter tout le monde une fois l'élection complétée, mais c'est dans l'ADN des politiciens au pouvoir d'essayer de plutôt être du côté de leurs partisans que n'importe quoi d'autre. Et c'est certainement pas la communauté franco-ontarienne qui est représentée par les libéraux qui ont encore fait des promesses de dernière minute, dont celle de la Nouvelle-Scène. Vous allez avoir entendu parler de ce montant de, je pense, 3,4 millions que le gouvernement de Kathleen Wynne avait promis in extremis juste à quelques jours quasiment de la journée des élections. C'était pas encore coulé dans le béton, mais juste pour essayer de se donner bonne figure. Bien, le gouvernement de Doug Ford, il a dit qu'un X là-dessus. Alors, ça ne leur faisait pas tellement mal. Mais là, voir les réactions, je ne suis pas certaine, moi, que Doug Ford, qui a bien d'autres choses à faire puis qui veut avoir l'air sympathique avec sa base militante, je ne suis pas certaine qu'on fait affaire au même genre d'individus qu'on avait dans les années de Montfort. On a réussi à établir une espèce de paix linguistique au pays. La menace souverainiste, la menace des méchants indépendantistes, c'est un peu résorbé. On entend moins. Le PQ est en débandade au Québec. Le Bloc québécois, pas fort non plus. Je cherche un chef de parti. La minute que quelqu'un dit « Ah, ça m'intéresse peut-être. Oui, on te veut. Oui, on te veut. » Alors, ça ne fait pas des forces souverainistes tellement fortes. Alors, on pensait probablement pas avoir de gros problèmes. Mais vous savez, ça prend pas grand-chose pour souffler, réchauffer tout ce beau monde qui était peut-être un peu endormi. Et des fois, on se trouve une cause commune et ça réveille tous les fronts, que ce soit les fronts souverainistes, les fronts nationalistes et enfin bref, peut-être que le cheval de bataille des forces souverainistes vient d'être trouvé. Surtout qu'on a eu la visite, en fait, Doug Ford a eu la visite de François Legault qui est allé vanter son programme d'hydroélectricité puis en disant on pourrait bâtir des centrales
d'hydroélectricité au Québec, qui ne pourrait pas bénéficier à l'Ontario avec vos employés, avec des gens de l'Ontario. Alors, on faisait gentil, ça devait être super gentil comme première rencontre entre deux nouveaux premiers ministres. Puis François Legault a été obligé, comme premier ministre du Québec, de dire à Doug Ford, je ne suis pas très content de ce que tu fais avec la minorité linguistique. Et Doug Ford de répliquer ce que beaucoup de gens, malheureusement au Canada, parce qu'ils oublient l'histoire, pensent, à savoir, vous savez, les francophones, c'est une minorité comme les autres. Puis quand tu es à Toronto, ce pas les francophones qui sont les plus nombreux. Tu as des Chinois, tu as des gens qui viennent des milieux du Moyen-Orient, qui sont encore plus nombreux que les francophones. Alors, dans leur tête, les francophones, c'est une minorité comme les autres. Non, non, non. On est un des deux peuples fondateurs. Avec les Premières Nations, là, c'est ça qui a constitué le Canada. Fait que sacrez-moi patience avec une minorité comme les autres. Alors, je pense que Doug Ford va avoir une petite leçon d'histoire. Caroline Mulroney s'est fait demander par le Comité des langues officielles à Ottawa de venir parader devant leur comité. Elle a refusé. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la juridiction le fédéral, sa juridiction, c'est sur le bilinguisme dans les coins, dans ses choses à lui, dans ses juridictions à lui. Pas dans les choses des provinces. Il peut donner son opinion, mais il ne peut certainement pas contraindre des ministres ontariens à venir parader devant lui. Alors, grand bien lui fasse à Denis Paradis, président du Comité des langues officielles à Ottawa. Il pourra faire l'étude qu'il voudra, mais peut-être que le fédéral devrait se regarder aussi le nombril, puis regarder comment il traite les minorités francophones dans les emplois fédéraux, alors que la première langue, n'en déplaise au gouvernement de Justin Trudeau, c'est souvent l'anglais. Alors, ils n'ont pas nécessairement de leçons à donner. Il faudrait qu'ils fassent attention à leur petit jeu politique sur la question. Il y a eu une grève, on pourrait en parler tellement longuement là, de tout ce qui s'est passé avec l'histoire de la francophonie. On saura y revenir avec la grosse manifestation qui s'en vient, mais ça va brasser. Et attention à ceux qui vont faire de la récupération politique, que j'appelle, qui vont servir du dossier qui se passe entre les francophones de l'Ontario et le gouvernement de Doug Ford et leurs propres avancées, que ce soit les souverainistes, que ce soit le fédéral, parce que ça fait plaisir à Mélanie Joly puis Justin Trudeau de taper sa tête d'Andrew Scheer. En tout cas, on saura y revenir. Grève de 1200 étudiants au Québec concernant les stages. Des stages qui sont non rémunérés, on a pu apprendre que c'était surtout des stages qui étaient occupés par des femmes, parce que les stages de gars, à prédominance masculine, si vous voulez, sont rémunérés, que ce soit au niveau de l'ingénierie ou d'autres choses comme ça. Mais il y a beaucoup de stages en travail social, dans différents d'autres milieux, où c'est du cheap labor, carrément du cheap labor. On a décidé de tout simplement avoir ces gens-là, les faire travailler, mais il faut qu'ils payent leurs études. Fait qu'en plus de faire des stages non payés, étudier, faire leurs travaux, sont obligés de se trouver un emploi ailleurs. Il y a une indécence. J'ai toujours été anti-stage non rémunéré et j'espère que le gouvernement de François Legault va s'occuper de ce dossier-là. Il dit qu'il va le faire. Je le souhaite ardemment. On a eu la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Tout ce que je veux vous dire par rapport à Sonia Lebel, je pense qu'elle est très consciente des enjeux en matière de justice au Québec. Il y a plein de choses, mais elle va les prendre un à la fois. Il y a le chantier, il y a le suivi des recommandations de la commissaire Charbonneau. Il y a aussi toute la réforme du droit de la famille. Et ça fait longtemps que ça devrait être fait. On va faire une petite pause et on revient. Merci! Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Des membres artificiels, des ressources, des séminaires, du soutien moral, de l'attitude positive. Tout ça nous vient de l'association. Grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Merci! Et nous voici de retour, Rapport Boivin, édition du 22 novembre 2018.
Ville de Gatineau, avec tout ce qui se passe autour, la Ville de Gatineau, en passant, qui a adopté une résolution unanime en appui aux Franco-Ontariens. C'est mieux qu'à Ottawa, où c'est une lettre du maire avec 3-4 conseillers. Il me semble que ça aurait pu être le conseil au complet, mais en tout cas. La Ville de Gatineau, en début de semaine, a eu s'abardassé un peu. Pourquoi? Parce que, en date d'aujourd'hui, ils sont en lac à l'épaule à Wakefield. Oui, bon, il y en a qui chialent de ce que ça coûte. En tout cas, ils ont décidé d'aller s'enfermer, faire du lavage de linge sale en famille. Est-ce que c'est bon, pas bon pour revoir leur gouvernance? Enfin bref, on a su en début de semaine, lors du conseil mardi, que Louise Boudria ne serait plus la mairesse suppléante. On se rappellera qu'après les élections de novembre 2017, le maire Maxime Pedneau-Jobin, qui est aussi chef d'Action Gatineau, Action Gatineau qui est minoritaire au conseil de la ville de Gatineau, a décidé de nommer quand même certains membres indépendants, conseillers sans affiliation partisane, si on veut. J'aime mieux les appeler de même parce qu'indépendant, je ne crois pas bien dans ça, moi. Tu es toujours dépendant de quelque chose, que ce soit une de tes idées ou peu importe. Ceci étant, a décidé d'en nommer à différents comités. Entre autres, on se rappellera M. Carpentier, qui était président du comité exécutif. Louise Boudria, elle, était mairesse suppléante. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une mairesse suppléante? Ça remplace le maire quand il n'est pas disponible pour les affaires protocolaires. Il n'y a pas de partisanerie là-dedans. Madame Boudria, en passant, parce que je vais dans beaucoup de choses dans la région, Madame Boudria qui faisait un travail excellent en la matière, elle représentait très bien la ville. Là où le bas blessait peut-être un peu, puis avec raison, c'était le fait que c'était souvent celle qu'on entendait après les conseils municipaux ou après certaines réunions de comité, celle qui n'avait pas peur de poser des questions, ce qui donnait un peu l'impression qu'elle était chef de l'opposition, même s'il n'y a pas vraiment une opposition en bloc du côté de la ville de Gatineau, ça a l'air de fonctionner assez bien en termes de consensus. C'était quand même celle qui forçait le maire, des fois, à prendre des positions solides, à répliquer à la conseillère et ainsi de suite. Alors, de voir au niveau du visuel, de l'image, de l'apparence, si vous voulez, ça laissait peut-être une drôle d'idée. Moi, je le dis depuis le début, je ne voyais même pas pourquoi le maire de Gatineau avait nommé Louise Boudria comme mairesse suppléante. C'est dans mon livre à moi. S'il y a un des postes que tu nommes Gilles Carpentier, président du comité exécutif, bravo, ça montre que tu veux fonctionner en consensus. Mais quelque part, il y avait quelque chose d'un peu bizarre de nommer celle qui va probablement souvent se lever pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec toi, puis de l'envoyer te représenter quand tu n'es pas là. Puis ça arrive souvent au maire de Gatineau, question de concilier travail-famille, d'autres obligations, ses responsabilités comme président du caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec. Alors bref, ça donne beaucoup de travail à la personne qui occupe le poste de mairesse ou maire suppléant. Alors, pour moi, c'est un non-sens du début. Ça a pris une année avant que le maire réalise que c'était peut-être pas la meilleure décision de sa carrière. Alors, excusez-moi, il rectifie le tir et il nomme Nathalie Lemieux, une autre pseudo non partisane, non enlignée sur quoi que ce soit, qui n'est pas Action Gatineau. En tout cas, il y a bien des gens qui pensent qu'elle l'est, mais non, elle ne l'est pas. Et dans ce contexte-là, ce qu'il y a d'intéressant avec Nathalie Lemieux, c'est la façon qu'elle a accepté sa nomination en étant très critique auprès de Louise Boudria, mais en disant qu'elle n'aimait pas la critique puis que la critique n'avait pas sa place. Je ne sais pas, il faudrait qu'elle réécoute ces entretiens qu'elle a eus au niveau des médias parce que c'était tellement contradictoire. Je critique ceux qui critiquent parce que c'est pas correct de critiquer. À un moment donné, là, émettre son opinion, c'est pas nécessairement critiquer négativement et de façon incorrecte. On peut donner de la critique constructive parce qu'on a à cœur d'améliorer les choses. Émettre une opinion, c'est toujours une forme de critique, mais on espère que c'est pour aider les choses, faire réaliser, faire réfléchir. Moi, j'ai même mon opinion, les amis, là, c'est pas pour que vous pensiez comme moi, c'est pour que vous puissiez penser au sujet et vous faire votre propre idée. Enfin bref, lac à l'épaule, j'ai hâte de voir ce qui va ressortir de tout ça. On va parler de gouvernance
à outrance des sujets préférés du maire. Pendant ce temps-là, bien, il y a le déneigement, les rues, les si. Ça, c'est moins intéressant pour le conseil. Enfin bref. Du côté du fédéral, je vous en ai parlé, mise à jour économique du ministre Morneau, excusez-moi, elle était grosse celle-là. Et ça, c'était après s'être fait taper ses doigts par le vérificateur général qui a été assez cinglant envers le gouvernement de Justin Trudeau en disant, vous voulez acheter des avions de chasse, vous n'avez même pas assez de pilotes pour les conduire, vous n'avez même pas assez de mécaniciens pour les arranger, les réparer, vous le saviez depuis le début que votre système ne fonctionne pas, et ça, on parle de gros milliards de dollars, qui a fait toutes sortes de reproches, que ce soit au niveau de la protection des édifices patrimoniaux, le fait que la sécurité est déficiente dans certaines de nos ambassades à travers le monde, traitement à 2 vitesses, ça a fait réagir les gens à l'Agence de revenus du Canada. En tout cas, on s'est fait taper ses doigts du côté du gouvernement de Justin Trudeau par le vérificateur général. Et là, on a le ministre pontificateur économie, finance, M. Bill Morneau, qui se lève et on essaie de vous vendre ça comme étant une belle de l'aide à nos corporations pour être compétitives avec les Américains, parce que Donald Trump a donné des grosses baisses d'impôts aux compagnies, aux corporatifs. Mais entre vous autres et moi, il n'y a pas de baisse d'impôts pour les compagnies, là. Il y a des gros crédits d'impôts qui vont être octroyés à des grosses corporations qui peuvent se permettre des achats au niveau manufacturier. Encore une fois, vous verrez qui saura bénéficier des largesses du gouvernement fédéral, c'est les compagnies manufacturières automobiles, entre autres, à qui on a fait des beaux cadeaux en passant de prêts qu'ils n'ont jamais eu à rembourser. Il y a quelque chose un peu stressant avec cette mise à jour économique. Il y a différentes choses, des déficits sans fin. Ils n'essayent même plus de nous faire croire qu'ils vont arrêter de faire des déficits et on est là qu'on gobe ça sans problème. Parce qu'ils le savent, ils n'ont pas de compétition dans les autres parties. Et l'économie va relativement bien, fait que comme le bon peuple souffre pas trop, bien, ils se disent, on est encore capable de pousser puis de dépenser. Puis là, notre banque d'infrastructures, les amis, elle va commencer à être pas mal remplie de dizaines, si pas de centaines de milliards de dollars pour aller faire toutes sortes de cadeaux en année préélectorale avec une élection qui s'en vient au mois d'octobre prochain, dans moins d'1 an. Alors, c'est la situation idéale pour le gouvernement fédéral. Mais moi, je leur dis, attention, les amis, les taux d'intérêt n'arrêtent pas de monter depuis 1 an et demi à peu près. L'immobilier, il y a des risques, on se fait dire. On entend des murmures à cet effet-là. Il y a certains dangers. Enfin, je trouve qu'on n'est pas très prudent du côté du gouvernement fédéral, mais je pense encore une fois que c'est parce qu'on n'a pas de compétition qu'on se promet puis que le peuple réplique pas, puis n'a pas de l'air de s'en faire et gobe les grands titres. Tout le monde est heureux, tout le monde est heureux. En tout cas, on verra. Puis en même temps, on apprenait que le gouvernement fédéral, avec l'argent qu'il y a en infrastructure, on va commencer à dépenser là-dedans. Alors, ils vont déposer un projet de loi pour dire qu'ils vont payer les sous-traitants, forcer le gouvernement fédéral à payer les sous-traitants plus rapidement. Ils ne sont même pas capables de payer leurs propres employés rapidement puis correctement. Alors, j'ai juste un mot à leur dire. Phoenix, quand j'entends des choses comme ça, c'est là que je perds un peu de ma... Et je trouve qu'ils perdent de leur crédibilité, puis je perds un peu de mon respect envers l'appareil gouvernemental. Il y a le grand environnementaliste Stephen Guilbeault, les murmures, les rumeurs qui courent lorsqu'il a débarqué d'Équiterre il n'y a pas longtemps, c'est qu'il s'en ira en politique justement sous la bannière de Justin Trudeau, qui s'est payé un pipeline, très environnemental ça, et je pense qu'il est parti se faire une espèce de virginité environnementale, mais en même temps essayer de redorer le blason environnemental du gouvernement de Justin Trudeau. Alors, à travers justement de la mise à jour économique de Morneau, du ministre des Finances Morneau, on a nommé Stephen Guilbeault avec une autre dame en charge d'une espèce de comité conseil pour conseiller le gouvernement Trudeau sur d'autres façons de pouvoir
pouvoir diminuer nos gaz à effet de serre. Ça, c'est le même gouvernement qui a un plan, supposément, avec des cibles très, très précises et que la ministre de l'Environnement se promène partout à travers le monde en disant « on va les atteindre ». Mais ils sont obligés de mettre sur pied un comité qui va coûter de l'argent pour leur dire « y a-t-il d'autres façons qu'on pourrait peut-être les atteindre ». C'est un peu nébuleux comme façon de faire, mais moi, je pense que ça sert justement à donner une certaine visibilité à M. Guilbeault au niveau, surtout de le mettre plus du côté politique que du côté environnemental. Comme quoi, moi, ça me montre qu'à peu près n'importe qui, même dans les plus grands activistes pour qui on a bien du respect puis qu'on pensait qu'ils n'avaient que la cause environnementale, bien que même ces gens-là, parfois, peuvent se faire embarquer par des partis politiques. Les dépenses du gouverneur des ex-gouverneurs généraux, on en a parlé avec Adrienne Clarkson il n'y a pas longtemps, tout le monde s'est offusqué. Bien, cette semaine, on a eu droit à M. Johnston, David Johnston, l'ancien gouverneur général, qui a déposé ses premiers comment je pourrais appeler ça, rapport de dépenses à titre d'ex-gouverneur général. On parle d'un montant total de 76 650. Ça n'a pas l'air gros, mais dites-vous que c'est juste pour 6 mois. Multiplié par 2, là, pour faire des mathématiques simples, et ça va vous donner une très bonne idée qui s'enligne pas mal ces mêmes chiffres qu'Adrienne Clarkson. Ça m'a fait réagir. Il n'y a pas eu de bombe médiatique suite à ça. Pourquoi? Parce qu'il les a dévoilés lui-même, parce qu'il parle aux médias, il répond aux questions, il n'y a pas de l'air de jouer à des jeux de cachette. Alors, ça sera certainement à suivre. Post Canada, juste avant d'arriver en studio à 1h30 en ce beau 22 novembre 2018, j'apprenais que la ministre en charge de Post Canada a déposé son projet de loi pour forcer le retour au travail des syndiqués de Post Canada. Honte au gouvernement libéral de Justin Trudeau qui, en 2011, se tenait debout avec nous autres, la gang, et Jack Layton. Jack Layton, c'est dans les dernières choses qu'il a faites à la Chambre des communes, c'était de faire un long discours dans le filibuster qui concernait la loi pour forcer le retour des employés de Post Canada, encore une fois. Post Canada qui semble avoir bien de la misère à négocier, puis à négocier sérieusement avec ses employés. C'est absolument incroyable, parce que j'ai parlé à beaucoup de syndiqués qui m'ont dit « Penses-tu sérieusement qu'on va être en grève? C'est parce que l'employeur veut absolument pas négocier avec nous. » Et là, on a un gouvernement qui, en 2011, disait que ça ne se fait pas de faire ça. On a des tribunaux, des cours, jusqu'à la Cour suprême qui a dit « Vous n'avez pas le droit d'empêcher le droit de négocier. » Et le gouvernement fédéral le fait juste pour se donner bonne gueule avant Noël puis donner l'impression qu'il fait quelque chose par rapport à ça. La cause concernant Trump et le journaliste, ça a été du côté des journalistes. Il a été obligé de réintroduire l'accréditation du journaliste en question. Trump a eu une semaine pas facile. Il a fait rire de lui avec l'histoire que les feux de forêt en Californie, on aurait pu les éviter si on avait ratissé un peu plus parce qu'il servait de la technique finlandaise. Les Finlandais, ils ont ri d'en face. Sa fille Ivanka, avec ses courriels personnels, on a fait des liens avec Hillary Clinton. Puis je veux simplement souhaiter un bon 100e anniversaire à Curling Buckingham. Je dis plus rien.